Cette semaine, notre enquêteur met 3 médiums à l'épreuve en les emmenant dans 2 lieux distincts. Soit le fort de l'île Sainte-Hélène, où la rumeur veut qu'il y ait eu de nombreux morts lors de sanglantes batailles, puis une maison abandonnée de Contrecœur au passé soi-disant obscur. Son objectif, déterminer si les médiums ont des dons ou s'ils abusent tout simplement de la crédulité des gens. Les médiums. Ils sont une centaine au Québec à prétendre pouvoir communiquer avec l'au-delà. Pour quelques dollars, certains se proposent même de vous mettre en relation avec un proche disparu ou de purifier votre maison. Mais au-delà de ces aspects folkloriques et mercantiles, comment savoir si ces gens disent la vérité? Comment savoir s'ils ont réellement ce 6e sens qui leur permet de voir les morts? Pour le savoir, j'ai convié 3 médiums à visiter le fort Sainte-Hélène à Montréal. N'en croire les amateurs de mystère, ces lieux auraient été le théâtre de drames épouvantables. Des combats auraient fait plus de 800 morts. On raconte même que ces âmes errantes influenceraient encore aujourd'hui les caméras et les systèmes de sécurité installés sur place. Mais cet exercice n'est peut-être pas très significatif quand on considère la quantité d'informations disponibles sur l'histoire du fort. Comment savoir si, à mon insu, ils ne se sont pas lancés dans une recherche historique? Comment savoir que l'information qu'ils me livreront bientôt provient bien de l'au-delà et non pas de Wikipédia? Pour valider ou non ce que les médiums risquent de percevoir dans le fort, Christian va à la rencontre de Laure Pavlovic, coordonnatrice en éducation et culture au musée Stewart. Lorsque l'on parle du fort de l'île Sainte-Hélène, les chasseurs de fantômes, les amateurs de paranormal racontent toutes sortes d'histoires. Vous fréquentez l'établissement au quotidien. Avez-vous ouï dire des légendes de fantômes ou des histoires de fantômes par les employés? Beaucoup, beaucoup, oui, oui. Les gardiens de sécurité qui travaillent ici la nuit nous en racontent vraiment beaucoup. On a eu certains gardes, pendant qu'ils regardent les caméras de sécurité, voyaient des lumières s'éteindre et s'allumer à un endroit où normalement il n'y avait personne. Les 3 médiums invités par Christian arrivent au fort de l'île Sainte-Hélène pour entrer en contact avec les entités qui s'y trouveraient. C'est dense. On étouffe un peu, hein? Il y a de la présence énergétique, le genre esprit, des choses comme ça. Mais il y a aussi des mémoires. Puis ici, il y avait des gens qui fêtaient, mais des gens qui mouraient de faim. En même temps, on se préparait à se défendre à je sais pas quoi. Ici, c'est drôle, je vois une salle à manger, je vois des tables, je dirais même des bruits d'ustensiles, de gens qui mangent, comme une cafétéria en silence. On dirait que cette pièce-là, on dirait qu'elle a été utilisée comme, je dirais, réfectoire, mais une salle à manger, salle commune. Quand tu vas dans des endroits où il y a des esprits, tu sais, souvent, il va y avoir du monde pas mal vieux, qui était vieux au moment de leur mort, mais ici, c'est surtout des jeunes, ce qui aussi est logique si tu penses au fait que c'est des soldats. J'entends des pas avec des pieds pesants, comme bottines, bottillons, probablement militaires, mais je pourrais pas dire à 100%. C'est un fort britannique qui a été construit au 19e siècle, destiné à accueillir des munitions, des canons, etc. Cette caserne, en fait, accueillait près de 250 soldats. Il y avait 4 étages à l'époque.
Là, on est au sous-sol qui donc avait toutes les cuisines, la salle à manger, etc. En haut de nous autres, là, alentour d'ici, ça sent pas bon. Je suis pas très peureuse, mais j'ai étouffé rendu là-bas. On étouffe. On étouffe. Ça nous coupe la respiration. Il y a des odeurs, c'est plein, ça sent le bois qui brûle. Je sais pas si on veut me faire comprendre qu'il y a déjà eu un feu ici, mais en tout cas, du moins, je vois un foyer puis on chauffe au bois. J'entends crépiter. La caserne ici, qui comprenait 4 étages au départ, n'en comprend plus qu'un. Et les 3 étages ont été disséminés par l'incendie, donc en 1875. Il y a pu avoir des morts à ce moment-là. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres, mais peut-être que l'un d'eux est resté. Dans ce coin-là, je vois des enfants. On dirait qu'il y a 4-5 petits-enfants en bas âge. Ils sont un petit peu intimidés de notre présence. Fait qu'il y a quelque chose qui a passé vite, là, par là. Ouais. Un jeune homme à peu près 28-29 ans, a l'air un peu apeuré. Si je ressens la présence d'un monsieur, on dirait qu'il est habillé c'est comme une chienne, une chemise, c'est vert foncé. C'est pas militaire, j'ai envie de dire un prisonnier. Voilà. C'est drôle, le monsieur, il me parle toujours. Oui, il me fait comprendre que... Merci, oui. Il comprend très peu le français. Parce que quand je lui pose la question d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ici, je vois un drapeau italien, je vois l'Italie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Italiens en Grande-Bretagne étaient considérés ennemis. Ils ont donc été déportés du jour au lendemain ici au Canada, sans procès, sans même raison d'être internés. Merci. Oui, merci. Il dit qu'il a fait le voyage ici toute seule. Il a abandonné sa famille pour quitter son pays. Puis, il savait pas que c'est quelque chose d'aussi... lourd et pitoyable qui l'attendait. Ici, dans le coin, il y avait des gens aussi qui étaient attachés. On dirait que les prisonniers étaient attachés avec des chaînes, mais par les pieds uniquement. Fait que j'entends des bouts de chaîne qui traînent par terre. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça, c'est certain. Il va falloir qu'un médium fasse un nettoyage là-dedans ou 2-3 médiums en même temps pour faire vraiment un gros nettoyage dans cette place-là, pour qu'on puisse visiter par la suite librement. La ligne est bien morte. J'entends plus rien. Nos médiums ont-ils vraiment perçu des choses et communiqué avec l'au-delà? C'est ce que nous verrons plus tard. Doutant des pouvoirs des médiums, Christian a élaboré un plan pour les mettre à l'épreuve. Une visite dans une petite maison hantée de Contrecœur dont il a inventé l'histoire, de toutes pièces. Dans le cas de la petite maison de Contrecœur, j'ai publié il y a quelques semaines sur Facebook un faux historique des lieux, en m'inspirant bien sûr des thématiques si chères aux médiums. J'ai écrit que des gens s'y étaient suicidés, qu'une adolescente y était morte d'un cancer galopant, et bien sûr, que les lieux étaient hantés par des présences malsaines et diaboliques. J'ai même écrit que les derniers locataires, terrifiés par ces apparitions, avaient quitté les lieux précipitamment en abandonnant derrière eux des effets personnels comme des vêtements et des jouets d'enfants. Mettant son plan de l'avant, Christian donne rendez-vous aux 3 médiums à la maison Fortin pour vérifier s'ils communiquent vraiment avec l'au-delà. Ah bon, ouais. Il s'est passé quelque chose de grave ici. On n'est pas heureux dans la maison. Il y a des personnes qui ont habité ici. C'était triste. C'est pas
pas du monde heureux et prospère, mettons. La violence. Non, c'est pas une maison de fun. Aïe, non. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à sa famille ou... Je sais pas si c'est pendu après, je sais. L'aîné des garçons, Gilles, 24 ans, s'est suicidé en se pendant dans l'escalier menant au 2e étage, le 3 avril 1963. Je ressens pas de présence en bas, mais je ressens des présences en haut. On dirait qu'elles nous évitent, elles nous fuient. C'est un homme qui est méchant, c'est quelqu'un qui regrette, qui... Je sais pas, ça comporte une famille, ça me fatigue, là. Il y a eu des meurtres, il y a quelque chose ici, c'est pas bon. L'histoire inventée par notre enquêteur spécifie que de nouveaux propriétaires emménagent en septembre 1977. Dès les premiers mois, il rapporte entendre des bruits de pas la nuit dans l'escalier menant à la mansarde. Non. Ça, c'est pas un endroit joyeux. Excusez-moi, j'ai de la misère à avancer. On dirait qu'il y a une énergie qui veut pas trop que je monte. Hey, c'est vraiment... Je vais pas faire du showtime, là, mais c'est vraiment épeurant ici. C'est passé un carnage, c'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à sa famille. Les enfants ont dit apercevoir la nuit la silhouette d'un homme grand et mince. Merci. C'est drôle, ici, je ressens une présence, mais c'est une présence lourde. J'ai envie de dire une ombre noire. J'ai la misère à qualifier homme. Oui, c'est un homme, mais c'est foncé. Définir la personnalité du personnage avec lequel je peux communiquer, mais qui me fuit tout le temps. Je ressens une présence. Pas content qu'on soit ici. On dirait qu'on viole son intimité, même si la maison a l'air du bordel, entre guillemets. Violence, terreur... Peut-être même le mot horreur, là, parce qu'à un certain point, c'est pas... Non, ça, c'est de la grosse... wesh. La fille des Vézina a reçu un diagnostic de cancer des ganglions en 2010. Elle décède au printemps 2011 dans sa chambre située dans la mansarde. Elle n'avait que 17 ans. Il y a une femme aussi qui se promène ici, on dirait une mère qui est en pleurs, qui... Oh, il y a de quoi là-dedans? C'est sûr qu'il y a des présences, mais c'est comme encore des traces mémorielles d'événements déplaisants. Pauvre petit. Les Rochers ont abandonné brusquement leur maison, laissant sur place certaines de leurs possessions. La maison est abandonnée depuis. Oh my God. Non, je veux même pas y aller, non. Je m'excuse, je veux même pas y aller. Écoute, je vais sortir, là, un petit peu, là. Quelqu'un qui s'est pendu. Il y en a un qui a fait un carnage. C'est ça que ça me dit, il y a une famille qui a eu quelque chose. On a visité 2 lieux aujourd'hui et je sais que ces lieux-là ont été couverts soit dans Internet, dans des journaux, des magazines. Est-ce que toi, tu avais lu sur l'un ou l'autre de ces lieux-là
avant de te rendre sur place? Pas du tout. Je préfère travailler devant une page blanche et partir sans aucune référence pour tout simplement ne pas être influencé. Donc toi, tu n'avais rien lu sur Non. cette histoire-là, ni pour le phare, ni Non. pour cette maison. Non. Pour ce qui est de la maison, on n'a pas des meurtres ou des massacres ou d'autres morts à l'intérieur de la maison, comme ce personnage que tu dis vivre maintenant dans la maison. Et pourtant, tu as documenté une force négative dans ce lieu-là. Extrêmement négatif. Dans la maison, il s'est passé quelque chose. Il y a une femme qui erre, là. OK. C'est horrible dans la maison, les vibrations sont vraiment pas bonnes. Donc, on a le fantôme d'une femme qui est liée au passé de cette maison-là. Oui, au passé. OK. Au passé. Même s'il n'y a eu aucune mort violente dans la maison, les médiums s'en retournent convaincus d'avoir eu un contact avec l'au-delà. Constatant que les médiums restent plutôt vagues dans leurs propos, Christian va à la rencontre du mentaliste Stéphane Thérien pour démystifier certaines choses et se livrer à quelques expériences. Qu'est-ce qu'un mentaliste? Alors, un mentaliste, c'est un artiste qui reproduit les phénomènes paranormaux. Donc, on donne l'impression du paranormal au travers des connaissances, des techniques qu'on applique. On peut reproduire ces phénomènes-là. Est-ce que tu pourrais dire que le mentalisme est un peu le voisin de la magie? Est-ce qu'on est ici dans les mêmes eaux, là? L'illusion? là? Oui, c'est cousin, en fait. Ça reste une forme d'illusion, mais d'illusion mentale ou d'illusion psychique, si on veut. Notre mentaliste fait croire à nos deux cobayes qu'il est capable d'entrer en relation avec une personne décédée de leur entourage. Alors, tu vas te concentrer, puis on va essayer de voir si je peux arriver à entrer en contact avec cette personne-là. Donc, j'ai senti une présence, l'impression que c'est un homme qui se tient debout derrière toi. C'était un membre de ta famille? Oui. C'est pas ton père, mais c'est une figure paternelle pour toi. Je dirais que ton grand-père? Il te salue? M? Ça a du sens, M? Oui. Ça a-tu du sens, R? Y a-t-il un lien avec R? C'est son prénom commence par R? Son prénom. OK. Roland? Est-ce qu'on parle à Roland présentement? On parle bien de Roland. On parle de Roland? Alors, je te salue, Roland. M, is... Maurice? On parle à Maurice? Oui. Ben Maurice te salue. Puis il est bien fier de toi, puis continue. Alors, évidemment, je comprends, les téléspectateurs vont se poser la question, mais c'est quoi le truc? Évidemment, une question que je répondrai pas parce que je gagne ma vie à faire ça. C'est pas parce que ça a l'air vrai que c'est vrai. OK? Donc, on est capable, quand on connaît les techniques, d'aller chercher des informations chez les individus. À leur insu, ils savent pas qu'ils nous communiquent ces informations-là et pourtant, ils le font. Et avec ces connaissances-là, on peut suggérer le paranormal. Il faut être très, très, très prudent. Et d'ailleurs, la majorité des médiums, puis je ne veux pas toutes les mettre dans le même bateau, mais la majorité des médiums sont des charlatans. D'ailleurs, quand ça marche à tous les coups, C'est qu'il y a forcément un truc. Le 1er novembre 1984, en début d'après-midi, le petit Maurice Vien, 4 ans, disparaît devant l'appartement de ses parents dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Quelques heures plus tard, 2 autres gamins, Wilton Lubin, 12 ans, et Sébastien Métivier, 8 ans, disparaissent à leur tour. 72 heures plus tard, un blouson appartenant à Maurice Vien est retrouvé le long de l'autoroute 20 dans le secteur de Belleuil. Le lendemain, Stephen Lynch, un policier de la Sûreté du Québec en congé, Yvan Gagnon, un hypnothérapeute de Beauport, et l'ami de cœur d'Yvan Gagnon, se rendent sur la rive nord de Montréal pour y rencontrer un médium, Monsieur X. Yvan Gagnon lui demande s'il peut visualiser de l'information à propos de ce triple kidnapping. Monsieur X annonce bientôt que le petit Maurice Vien est mort et qu'il gît dans une cabane abandonnée quelque part sur la rive sud de Montréal. Sur ce, il invite les bénévoles à remonter en voiture et à se rendre dans le secteur de Belleuil. Il ne les accompagnera pas.
Arrivé près de la rivière Richelieu, Yvan Gagnon téléphone à M. X. À l'autre bout du fil, le médium lui conseille de prendre la route 223 et de remonter vers le nord. En fin d'après-midi, sur le chemin Monseigneur-Gravel, dans le secteur de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Gagnon et Lynch aperçoivent une cabane abandonnée. Les deux hommes forcent leur entrée. Et là, sur le sol, à demi nu, le corps de Maurice Vian. Pendant un temps, les enquêteurs suspectent M. X d'être lié à ce terrible crime. Mais il n'en est rien. Quant aux autres enfants disparus ce 1er novembre 1984, le corps du jeune Wilton Lubin a été retrouvé le 2 décembre suivant sur les bords du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de l'île Charon. Quant à Sébastien Métivier, il n'a jamais été revu. Les médiums sont-ils tous des charlatans? Ils croient honnêtement ou non en la réalité de leur pouvoir psychique. Difficile de répondre objectivement à cette question. Et j'ai trop côtoyé ce milieu pour savoir que tout dans cet univers n'est ni blanc ni noir. Et même s'il est vrai que les médiums s'habillent souvent du manteau de l'arnaqueur, l'expression nous rappelle que l'habit ne fait pas le moine, et surtout pas le médium.